Votre rendez-vous consacré aux entreprises Hauts-de-France Business. Bonsoir à tous si vous nous rejoignez avec cette belle odeur de pain qui a envahi notre studio ce soir, notre plateau, puisque nous avons le plaisir de recevoir les boulangeries Paul. Est-ce que vous saviez que l'entreprise est née chez nous dans le Nord en 1889 ? On compte aujourd'hui plus de 12 000 salariés à travers le monde. Alors comment l'entreprise 100% familiale résiste-t-elle aux défis du monde contemporain ? Notre invité ce soir, Maxime Holder, dirigeant du groupe Holder Boulangerie Paul. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez notamment obtenu le prix de l'entrepreneur de l'année dernière en 2024. On va y revenir. Et notre partenaire, évidemment, le journal des entreprises avec Elodie ce soir. Bonsoir Elodie. Bonsoir Marie, bonsoir Maxime Holder. Bonsoir. Quelques chiffres, peut-être si vous le voulez bien, pour commencer. Je le disais, donc une naissance en 1889, 12 000 salariés, dont une majorité dans notre région, 860 pour être précis. On compte près de 900 magasins dans le monde, une trentaine dans notre région. Et côté chiffre d'affaires, 950 millions d'euros, 959 millions d'euros de chiffre d'affaires recensés en 2024. Les boulangeries Paul, donc un bel exemple de réussite. Le siège social à Marcq-en-Barœul et c'est une aventure familiale depuis le début. Oui, ça, c'est important de le rappeler. En fait, ça a été très classiquement pendant 4 générations, moi j'en suis la 5e, une aventure de couple. Avec, vous savez, classiquement, l'homme qui faisait les produits et la femme qui les vendait. Et je suis finalement le premier à ne pas avoir réussi à entraîner mon épouse qui est médecin dans l'aventure, mais j'ai bon espoir pour mes enfants. Et effectivement, c'est donc la même famille dans la boulangerie depuis 1889. Une sacrée performance. Qu'est-ce qui a fait le succès des boulangeries Paul ? C'est rare, les entreprises qui durent aussi longtemps, même si on a quelques entreprises familiales dans la région, mais durer aussi longtemps avec un tel succès, et surtout sans changer de métier. Comment vous expliquez ça ? Alors, je pense que pour reprendre les propos de mon père qui a perdu son père jeune, donc il avait 17 ans quand il a perdu son père, il a été donc celui qui fabriquait les produits. Et je crois qu'on est toujours le fruit finalement de peut-être la région dans laquelle on vit ou du microcosme ou de l'écosystème dans lequel on évolue. Et nous sommes une région qui est très dynamique, où on a vu beaucoup d'entreprises avec une volonté d'expansion nationale, voire internationale. Et en fait, nous, dans la boulangerie, on a eu cette ambition-là. Je le rappelle, l'an dernier, vous avez été désigné marque préférée des Français dans la catégorie sandwich et restauration rapide pour la 3e fois de suite, je crois, devant Brioche Dorée. Deuxième fois. Deuxième fois, pardon, devant Brioche Dorée et Marie Blachère. Ça, c'est une performance aussi, puisque vous êtes toujours devant la concurrence, en tout cas sur notre territoire. En fait, c'est vrai qu'on a une passion. On a la passion de la qualité, la passion du bon pain. Et je crois que c'est ça qui a toujours motivé la famille, tant en France qu'à l'international. C'est cette envie de partager, en fait, cette histoire, cette aventure familiale et la qualité de nos produits. Et pour le moment, nos clients nous le rendent bien. Comment vous avez fait pour faire la différence quand des enseignes, comme on en a parlé, Ange, Louise, etc., qui ont, comme vous, un positionnement semi-artisanal, semi-industriel, sont arrivées sur le marché? Il y a eu un essor de ces enseignes il y a à peu près 15-20 ans. Comment vous avez résisté? Qu'est-ce qui fait la différence de Paul aujourd'hui? Et je crois que ce qui fait la différence, c'est que Paul est une marque qui a réussi à s'exprimer peut-être différemment d'autres marques ou d'autres enseignes sur un territoire très vaste. Vous allez nous retrouver effectivement en périphérie, puisqu'on est aussi sur les ronds-points de façon certainement moindre, mais on y est déjà, bien entendu, et depuis longtemps. On est dans les centres commerciaux, on a une présence très forte, on est dans les centres-villes, on est sur les sites de transport, et on est même dans des entreprises. Donc, par exemple, on peut le retrouver chez Renault, historiquement, chez Eurocopter, par exemple. C'est le cas chez nous, dans la région, avec des gros sites Alors, pas dans la région, mais on était plutôt sur la région parisienne. Dans la région, on est en train de regarder les ports, par exemple, notamment le port de Dunkerque, qui demain pourrait accueillir un pôle. En tout cas, c'est ce qu'on aimerait bien. Et je pense que c'est peut-être ça qui fait la particularité, c'est que nous avons toujours essayé de suivre nos clients là où ils allaient.
Vous enregistrez une croissance de 10% en 2024, c'est ça, la moitié de votre chiffre d'affaires à l'international. C'est la clé aujourd'hui aussi, l'international, dans votre stratégie? Alors moi, j'ai toujours expliqué que l'international, ça ne devait pas être un échappatoire. On ne peut pas être champion chez les autres si on ne l'est pas chez soi. Donc la France reste pour nous un pays très important dans lequel on continue de se déployer massivement en nombre de magasins avec l'aide de nos partenaires franchisés et puis nous-mêmes aussi, puisque la famille, nous opérons à peu près 90 magasins sur les 400 français. Et puis cette présence nationale forte dont on a parlé notamment par nos implantations nous a donné une belle visibilité pour partir à l'international. Mais nous, notre premier magasin, on l'a ouvert en 1989 au Japon. Donc on a une très longue histoire sur l'internationalisation de notre concept, la compréhension des autres marchés. Mais vous, ça a été quand même votre, je vais parler familièrement, votre job. Vous, en tant que représentant de la 5e génération, c'est d'aller beaucoup à l'étranger et développer ce marché. Oui, vous avez raison. C'était de suivre les pas, notamment de mes parents, de mon père, bien entendu, et de mon frère qui avait travaillé activement sur la France. Et j'ai eu envie d'inscrire effectivement cette pierre à l'édifice en internationalisant. Mais c'était même un challenge un peu national, puisqu'il n'y avait pas de marque alimentaire, à l'instar de ce que font les Américains, qui avaient réussi une expansion mondiale. Donc c'était peut-être un challenge que j'avais envie de porter avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Et aujourd'hui, c'est 50% du chiffre d'affaires à l'international. Est-ce que ça pourrait prendre plus d'ampleur ou est-ce que la France représentera forcément toujours la moitié de l'activité? Non, parce que le combat est illégal. Effectivement, ça fait 2 ans que l'international est passé en nombre de magasins et en chiffre d'affaires au-dessus de la France. Et donc, vous avez 54 pays aujourd'hui qui vont se battre contre un seul pays. On a ouvert 11 magasins en Indonésie sur une année. Donc, je pense qu'effectivement, l'international va monter en puissance et à mon avis pèsera entre 70 à 80% de notre chiffre d'affaires dans les années qui viennent. Ah oui, c'est énorme. Oui, mais parce qu'il y a des territoires qui ont une capacité d'accueillir notre enseigne. On a par exemple au Maroc aujourd'hui, on a plus de 30 points de vente, on a plus de 30 points de vente en Angleterre, plus de 30 points de vente au Japon. Donc on a vraiment un certain nombre de pays qui vont commencer une massification. Et quelles sont les destinations sur lesquelles vous n'êtes pas encore présent et que vous pourriez ouvrir là tout prochainement? Alors il y a 2 énormes territoires sur lesquels nous avons été où nous sommes en sommeil entre guillemets. Il y a la Chine où nous avons été de 2006 à 2009, où nous retournons prochainement, la Corée du Sud aussi, et il y a les États-Unis où nous sommes, mais pour l'instant, nous n'avons pas mis le pied sur l'accélérateur et on est en train de travailler pour lancer effectivement un certain nombre de magasins. Il y a eu la période Covid, évidemment, compliquée pour tous les commerçants avec la vente de la durée. Parmi les axes de développement, il y a ce partenariat aussi avec les friteries Meunier. Oui, alors ça, c'est anecdotique ou c'est quand même quelque chose à laquelle vous tenez? En fait, j'y tiens beaucoup parce que vous avez parlé de l'international qui effectivement est vraiment quelque chose que j'adore faire et qui est au-delà même du côté business. Je pense une ouverture d'esprit, un éclairage, une compréhension du monde. Et j'avais envie de faire partager l'expérience de l'expansion nationale que j'ai quand même vécue parce que j'ai été patron de Pôle France pendant 10 ans avant d'être le patron de l'international. Et j'avais envie de prendre à nos côtés des jeunes entreprises et de les aider à se déployer nationalement et internationalement. Ah oui, c'est un coup de pouce en fait. Oui, c'est un coup de pouce, absolument. Et on parlait tout à l'heure du déploiement que vous voulez continuer aussi en France. Quels sont les axes de développement? Est-ce que c'est uniquement l'ouverture de points de vente? Est-ce que c'est le déploiement de nouveaux concepts? Sur quoi vous allez appuyer? Alors, il y a à la fois des réflexions autour de la marque Paul et de la façon dont elle doit s'inscrire dans les nouveaux challenges, puisqu'il y a beaucoup de choses, et vous avez cité beaucoup de concurrents, beaucoup de nouvelles tendances sur lesquelles, et je crois que c'était une particularité de Paul, nous devons rester leader. Et puis, on a lancé un concept qui s'appelle Paul le Café, qui est un peu une réponse du berger à la bergère et notamment de toutes les offres anglo-saxonnes qui viennent sur le café avec une offre food. Et on en a déjà ouvert 71 depuis 3 ans qu'on a lancé ce concept et on en a effectivement une dizaine en France et donc il y a un gros potentiel de développement aussi sur ce concept en France. Ça c'est une idée post-Covid ou pas forcément Non, c'est une idée née de la complexité qu'on a eu à développer Paul aux États-Unis où les Américains trouvaient que Paul faisait trop de choses. On fait du pain, de la viennoiserie, des sandwichs, du traiteur sur place à emporter. Donc c'était c'était pas très lisible. Paul le Café était plus simple puisque c'est du café avec une offre pour le matin de viennoiserie
viennoiserie, de sandwich pour le midi et de tarterie pour l'après-midi. Et donc le concept est plus facilement déployable pour des pays qui ne comprennent pas la complexité de l'offre française. Merci beaucoup Maxime Holder d'avoir été avec nous donc, pour nous parler de la belle histoire des boulangeries Paul. Merci à vous. Merci à vous. Et à bientôt. On vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine.